On est prêt. Trop bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous ont déjà rejoints pour le webinaire. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte et pour échanger sur le sujet de l'environnement et du transport. Ok. Je ne sais pas si c'est votre premier webinaire, si vous avez déjà assisté à un webinaire jusqu'à présent. Mais je vous indique quelques rappels tout simples si vous avez besoin d'interréagir. Donc, il y a un premier onglet qui vous permet qui est un chat qui vous permet de pouvoir intervenir. Si vous avez des questions tout au long du webinaire, vous pourrez les poser directement dans l'onglet questions. Et on vous proposera aussi des petits sondages tout au long du webinaire. Donc voilà. Donc, toujours on rappelle. Ça se remplit au fur et à mesure, donc c'est plutôt chouette. On va attendre encore 2-3 minutes avant de démarrer. Est-ce que tout le monde entend bien le son jusqu'à présent? Yes. Ouais. On vous propose en attendant un petit sondage. Donc, est-ce que vous avez déjà mis en place des mesures pour limiter l'impact environnemental de votre entreprise? On va attendre encore 1 minute et ensuite on démarrera le webinaire. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit sondage qui vient d'arriver. Nickel, il y a déjà 10 votes. Bon, ça a l'air de plutôt le oui l'emporte. C'est trop bien. Allez, super. On va démarrer. Il y a peut-être des gens qui nous rejoindront en cours de route, mais ce sera l'occasion. Du coup, le thème de ce webinaire, c'est que gagne une entreprise de transport à limiter son impact sur l'environnement. Vraiment, le but de ce webinaire, c'était à la fois de pouvoir faire le point sur tout ce qu'on peut entendre sur l'environnement, sur la pollution qui pourrait être liée au transport routier. En fait, au tout départ, je ne sais pas si vous connaissez The Shift Project, mais le principe, c'est de pouvoir directement retrouver plusieurs informations. Le but, c'est de ce projet, donc c'est un think tank, pardon, qui propose de réfléchir sur le renouvellement de l'économie française par rapport à la décarbonation du transport routier. Et donc, ils ont édité tout un rapport en 2022. Et donc, c'est à partir de ce rapport-là qu'on a commencé à s'intéresser à ce sujet chez Dashdoc. En brève introduction, je ne sais pas si vous le saviez, mais le transport routier de marchandises en France, c'est le deuxième secteur qui est le plus consommateur d'énergie. Et ça représente aujourd'hui 31% de la consommation énergétique en France. Donc c'est vrai qu'on est parti de ce constat-là et de se dire qu'est-ce qui peut être fait pour une entreprise de transport de pouvoir limiter ses émissions de gaz à effet de serre. Et donc aujourd'hui, on a 2 personnes qui nous rejoignent pour ce webinaire. Donc le premier, c'est un de nos clients qui s'appelle Franck Lemoigne de chez Azurpal. Et le deuxième, c'est un partenaire avec qui on travaille qui s'appelle donc Robin Guitard. Et donc je vais les laisser chacun se présenter tour à tour. Franck, si Robin, tu veux. Robin, à toi l'honneur. Ouais, toi, Robin, comme vous voulez.
Donc, Ok, merci. Merci, bonjour à tous. Merci, merci de l'invitation. Ravi de parler aujourd'hui. Bah oui, je suis Robin, je suis directeur produit, product marketing chez Fleet Energy. Et donc, deux mots sur Fleet Energy. Fleet Energy, c'est une solution qui existe maintenant depuis plus de 10 ans, une société basée à Marseille. Et c'est une solution qui permet une réduction des coûts de consommation de l'ordre de 15% pour les transporteurs routiers, transporteurs lourds. Et depuis 10 ans, nous, notre obsession, c'est une chose, c'est la donnée consommation et la manière dont les véhicules, les chauffeurs, les exploitants consomment. Et donc, ce qui découle de la consommation, c'est des émissions de CO2. Et donc, à travers notre outil qu'on a développé, on a une mesure très précise, très fine des émissions de CO2 des véhicules et des flottes que l'on monitore. Donc, on a maintenant, après 10 ans d'activité, pas mal de recul, pas mal d'opinions tranchées sur ces données-là. Et on fait partie aujourd'hui d'une task force au sein de la Commission européenne qui s'appelle le OBFCM, On-Board Fuel Consumption Monitoring System. Et donc, on a fait partie des gens qui ont amélioré ou tenté d'ajouter de la mesure, de la rationalité au projet Vecto qui vise à limiter les effets les émissions de CO2 sur les véhicules lourds d'ici à 2030. Et donc, je vous en dirai un peu plus derrière, mais en 2 mots, la solution permet de régler le problème de la donnée consommation tel qu'on l'entend aujourd'hui, donc du litre au 100 qui nous vient du FMS, du constructeur, et qui est bien souvent peu précise et qui surtout ne permet pas d'agir directement pour l'opérateur de la flotte, pour le chauffeur. Et ne reflète pas les 10-20% de la consommation à l'arrêt qui génère du gaspillage et des fraudes. Donc, c'est là-dessus qu'on se positionne en essayant d'aller réduire ces consommations et de fait avoir un effet direct sur les émissions de CO2 de nos clients. trop bien, merci beaucoup Robin. Franck, si tu veux bien te présenter. Oui, Philippine, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Franck Lemoine, je suis le dirigeant de la société Azurpal et Azurpal Transport. Aujourd'hui, donc Philippine m'a demandé d'intervenir simplement pour vous faire part un petit peu de mon expérience et de ce que nous, on a mis en place au sein de notre entreprise pour justement limiter notre impact environnemental. Donc, alors, dans un premier temps, l'entreprise qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons. L'entreprise, c'est une entreprise qui a une trentaine d'années. Nous sommes une PME donc située dans le Var, au niveau du Canet des Morts, équidistance entre Nice et Aix-en-Provence. Notre métier historique, c'était de faire de l'économie circulaire. Donc, nous sommes recycleurs au départ de palettes en bois. Donc, on collecte de la palette dans l'industrie, dans le commerce, on la reconditionne et on la revend. Puis notre stratégie a évolué avec aussi de la fabrication, enfin de l'assemblage de palettes neuves pour apporter des solutions d'emballage à nos clients. Et de là est venu tout naturellement le métier du transport, puisque la palette et le transport, pour ceux qui sont dans le secteur, vous savez bien qu'ils sont extrêmement étroitement liés. Et de là, nous avons aussi développé des activités logistiques, de stockage et de distribution. Notamment, nous sommes aujourd'hui spécialisés dans tout ce qui est lié au monde viniviticole, donc avec la fourniture de palettes, le stockage et la redistribution de palettes, de bouteilles vides, pardon, pour les domaines, et du transport de bouteilles pleines. Donc, à partir de cette stratégie globale, moi, ce que je voulais apporter comme témoignage aujourd'hui, c'est que pour bien appréhender ces problèmes environnementaux, je pense qu'il n'y a pas une solution, mais je pense qu'il y a une politique globale à mener au sein de son entreprise. C'est du moins ce que moi j'essaye d'amener au sein de ma structure, c'est-à-dire prendre en compte un certain nombre d'éléments, un ensemble d'éléments, et c'est la conjonction, la synergie de ces ensembles d'éléments qui arrivent à faire qu'on arrive à avoir un impact environnemental intéressant. Donc voilà. Donc c'était plus l'idée, mon témoignage, c'est de dire que c'est pas
un point. Alors, ça peut être effectivement la solution informatique de monsieur, ça peut être le camion de tel ou tel constructeur qui peut nous apporter quelque chose. Mais c'est plutôt, ça c'est mon avis, en adoptant une stratégie globale et c'est la conjonction des différents éléments qui font qu'on arrive aujourd'hui à avoir un vrai impact sur l'environnement. Trop bien, merci beaucoup Franck. Je me présente rapidement. Donc moi, je m'appelle Philippine et donc je suis commerciale chez Dashdoc depuis un peu plus de 2 ans et demi. Et donc notre mission chez Dashdoc, c'est d'accompagner les transporteurs routiers et les chargeurs avec un logiciel de gestion connecté et en ligne, collaboratif. Et donc on parle souvent que mesurer, c'est s'améliorer. Et donc c'est ce qu'on permet de faire avec notre solution qui permet à tout le monde de mieux collaborer. Trop bien. Donc, on a pu déjà entrer un peu dans la matière. Je vous rappelle simplement qu'il y aura un petit temps de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les ajouter tout au long du webinaire. Et donc, on va commencer tout de suite sur le premier thème, qui est les idées reçues. Donc, souvent, dans le transport, on va tout de suite penser à plusieurs choses qui paraissent évidentes. Plus ou moins par rapport à la réduction des émissions de CO2. La première étant liée aux camions, ce qui est assez logique, et de se dire il y a de plus en plus de constructeurs qui proposent aujourd'hui des solutions pour développer des nouveaux camions qui fonctionnent avec des modes plus doux pour l'environnement. Et donc, ma première question, ce serait est-ce que ça vous semble possible aujourd'hui de renouveler votre flotte? Quels en sont les enjeux? Quelles en sont les difficultés donc pour une société de transport? Donc déjà, peut-être, Franck, ça pourrait être la question pour toi. Et Robin, peut-être si tu as des avis par rapport aux clients que tu peux rencontrer ou de remonter d'informations par rapport à ces sujets. Je vous laisse la parole. Alors moi, pour répondre à la solution facile d'effectivement d'acheter un camion avec des énergies différentes du tout gasoil, la première chose, c'est d'abord une question financière. Je crois qu'aujourd'hui, nous, en tant que PME, donc nous, on a aujourd'hui on a une dizaine de moteurs, donc on n'est pas du tout dans des stratégies qui peuvent amener sur 500 moteurs où on dit bon, on va faire un essai avec 4 ou 5 camions sur du biogaz ou sur du biodiesel. Pour nous, la difficulté est d'abord une difficulté financière. L'accession à ce type de véhicule aujourd'hui, pour nous, n'est absolument pas possible. La deuxième chose, c'est que ça dépend de l'activité. Quand vous faites de l'activité purement de distribution de centre-ville, vous pouvez peut-être avoir une réflexion sur tel ou tel carburant. Nous, notre activité est essentiellement liée à la longue distance. Vous comprenez bien qu'en termes de réapprovisionnement, on ne peut pas avoir de réseau aujourd'hui. On voit déjà que pour les voitures électriques, c'est déjà à peine en place pour le particulier. Vous imaginez bien que pour le camion, c'est difficile. Donc ça dépend forcément de l'activité et il faut avoir l'activité qui corresponde aujourd'hui à ces nouvelles énergies. Ensuite, évidemment, il y a aussi le coût de l'accession comment je dirais, le fait de pouvoir construire une station-service, quel que soit le carburant chez soi, ça a évidemment un coût énorme parce qu'on parle du camion, mais il faut voir tout ce qui va avec, il faut y adapter ses tournées, et donc ça dépend du métier. Moi, en l'occurrence, c'est pas du tout mon métier, donc j'ai pas accès à ce type de technologie. Ok, trop bien. Donc ouais, déjà par rapport à tout cet aspect-là, c'est sûr que le fait de faire de la longue distance, c'est parfois plus complexe à organiser que quand on peut se réapprovisionner un peu partout sur la route, dans des stations par exemple AS24 ou ce genre de choses. Peut-être qu'un jour AS24 proposera des stations électriques de rechargement, de biocarburant, mais c'est sûr qu'il y a des beaux projets à faire là-dessus. Ouais, mais je crois qu'aujourd'hui, sur les camions, les constructeurs se cherchent. Il n'y a pas une solution aujourd'hui qui émerge plus qu'une autre, parce qu'aussi, il n'y a pas, le métier du transport sont tellement vastes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution
pour tout le monde. On le voit de la même manière avec les véhicules électriques des particuliers. Les urbains n'ont pas les mêmes problématiques que ceux qui font de la longue distance aussi avec un VP. Donc la solution, elle n'a pas encore émergé, à mon sens. Toi, Robin, est-ce que tu as des retours sur ça par rapport aux solutions qui pourraient être un peu faciles, par rapport aux différents transporteurs avec qui tu aurais pu échanger sur cette idée-là? Alors, déjà, peut-être, c'est vrai que et le témoignage de Franck est assez parlant, c'est vrai que quand on parle de ces solutions-là, on est un peu dans de la science-fiction. La réalité d'aujourd'hui, c'est que le 99% des camions et des flottes roulent au diesel, et qu'il y a énormément de travail à faire sur ces camions-là pour atteindre une efficacité énergétique, et un choix de technologie particulier entre l'électrique ou l'hydrogène, parce que c'est les deux technologies qui ressortent. Ça va prendre beaucoup de temps, avant que les marchés nous donnent des indications claires sur ce que va être la technologie du futur, et que les implications coûts sont très incertaines. Donc, je reviens d'un séminaire aux États-Unis où des grandes flottes très importantes avec énormément de véhicules parlaient et disaient clairement qu'il n'y aurait pas de choix chez eux avant 2040. Donc, pour eux, c'était pas un sujet. Voilà. Par contre, ce qui est important, et en l'occurrence, ça c'est le présent, c'est aujourd'hui, c'est la manière dont on opère ces véhicules, et que ce soit un véhicule électrique, que ce soit un véhicule au diesel ou au biodiesel. Aujourd'hui, vous avez dans une flotte un écart de consommation entre le meilleur chauffeur et le moins bon chauffeur qui est de l'ordre de 35%. Donc, ça veut dire que ces 35% que vous consommez du diesel ou que vous consommez de l'électrique, ça sera sensiblement les mêmes. Donc, si on n'a pas les outils pour détecter, pour monitorer, pour cadrer ça, pour contrôler ça, ça va être un sujet. Donc, pour nous, le sujet de la donnée est crucial, et c'est pour ça qu'on s'est impliqué au sein de la Commission européenne pour expliquer qu'il faut faire attention, qu'il faut partager les données, qu'il faut être ouvert et qu'il faut avoir une donnée indépendante qui ne soit pas que entre les mains des constructeurs, qu'il faut éviter un nouveau Dieselgate avec les données, et forcément, ces camions seront des vrais objets connectés roulants. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Il faut plutôt tirer profit de ces données-là pour pousser vers de l'optimisation et de l'efficience. Ouais. Je voudrais rajouter aussi une chose, c'est que dans les solutions faciles, il y a aussi le renouvellement du matériel. Quel que soit le cas, enfin, sur le diesel. Moi, je vais vous donner juste un exemple chez moi, sur le même camion. Le même véhicule, le même tracteur, que je ne citerai pas, la marque je ne la donnerai pas, mais un tracteur de 2013, je consommais 30 litres, entre 30 et 30 litres 5 sur mon activité. Sur le même tracteur, sur la même motorisation, en 2018, j'en consommais 28, et sur ceux qu'on a rentrés cette année, donc en janvier, on consomme 26,6. Donc, on voit que déjà, rien que là, on peut avoir, par un renouvellement de notre flotte aujourd'hui beaucoup plus rapide, on peut avoir aussi des économies d'énergie. Alors, ça se fait souvent aux grandes dames de nos conducteurs qui nous disent « mais je ne comprends pas, parce que j'ai le même camion, il est 2 fois moins puissant ». Alors, ce n'est pas moins puissant, c'est que les constructeurs s'adaptent aux normes, Euro 6, etc., EEV, enfin, toutes ces normes-là, et que ça se fait, à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui paye, et ça se fait au détriment de la puissance. Alors, de la puissance, on va dire instantanée, effectivement, on va un petit peu moins vite dans les côtes quand on est chargé lourd. Mais globalement, qu'est-ce que ça amène? Ça amène 3 minutes sur un trajet de 300 km. C'est pas ça qui... C'est pas 3 minutes près. Ouais, voilà. Ouais. Donc, je pense que réellement aussi, en plus de ces outils-là, le fait d'avoir du matériel performant qui nous permet aussi de nous adapter à des outils informatiques comme crée Robin, c'est-à-dire que derrière, plus on aura des véhicules récents, plus on aura des véhicules performants, et plus on pourra aussi avoir accès à cette technologie qui, au final, n'est pas si excessive que ça. Je parle pas. Alors, nous, on n'est pas client chez vous, Robin, mais on a d'autres outils. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au regard de ce que ça nous apporte, l'ensemble des données télématiques aujourd'hui de nos camions, le fait d'avoir du matériel récent, ça aussi, alors ça limite évidemment nos coûts d'entretien. Ça, c'est encore un autre impact. Mais très clairement, sur notre consommation aujourd'hui, le fait de renouveler nos véhicules aujourd'hui de façon plus rapide nous amène des économies substantielles. Oui, c'est ça. En fait, on voit bien l'effort des constructeurs
à créer des moteurs qui permettent de consommer un peu moins. Depuis des années, c'était un peu la préoccupation quand ils construisaient. Et c'est vrai qu'on voit bien, et du coup, ton exemple est hyper intéressant, de voir qu'au fur et à mesure des années, tu as vu ta consommation diminuer. Bon, au détriment de la puissance, peut-être, mais si ça permet aussi d'avoir quelque chose qui est plus respectueux de l'environnement, en fait, on se dit que c'est aussi un peu notre part à tous d'essayer de faire en sorte de limiter ces émissions. C'est vrai que c'est assez intéressant. Et c'est vrai que forcément, on se rend compte que les chauffeurs sont vraiment impliqués dans cet aspect-là. Le coût du gasoil qui a vraiment augmenté ces derniers temps, on se rend bien compte que l'éco-conduite, c'est devenu le critère numéro 1 dans les sociétés. Moi, assez facilement, quand j'appelais des clients ou des prospects, ils me disaient que les formations éco-conduite, ils en faisaient de plus en plus, qu'il y avait aussi parfois des tableaux de bord qui permettaient de nommer le chauffeur qui avait la meilleure éco-conduite. Est-ce que toi, Franck, tu as mis en place ce genre de mesures dans ta société de manière un peu plus concrète pour limiter justement tes consommations Alors, sur l'éco-conduite, honnêtement, bon, déjà nos conducteurs, avec les formations qu'ils ont en FCO, etc., ils ont toujours la dose, on va dire que c'est tous les 5 ans, mais ça fait rien. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des organismes de formation des conducteurs aujourd'hui intègrent une énorme partie environnementale sur la façon de conduire, sur le fait effectivement de moins polluer. Très honnêtement, sur la partie technique, aujourd'hui, les constructeurs ont fait aussi leur part de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous conduisez un camion, vous ne pouvez quasiment plus sortir de la plage verte de votre camion, quoi. Aujourd'hui, tout est fait pour que l'éco-conduite, même si le conducteur avait décidé de ne pas en faire, enfin d'en faire le moins possible, le véhicule prend en charge un grand nombre justement de toutes ces actions-là. Mais après, alors moi je dirais autre chose, et on le voit alors vraiment depuis cette année. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de la part des conducteurs aujourd'hui sur le fait de faire du gasoil dans des stations où c'est le moins cher possible et pas où c'est le plus facile. Parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'on était vraiment, vraiment en danger, que nos structures aujourd'hui, avec le coût gasoil, c'est pas juste enfin voilà, une passade, on dirait bon allez c'est un peu plus cher. Ils se sont rendus compte, enfin moi chez moi, j'ai vu que depuis le début de l'année, l'ensemble des conducteurs, ils ont pris en compte que c'était la survie de nos entreprises, quoi. Et qu'aujourd'hui, sans avoir besoin, ils me disent quand ils rentrent en fin de semaine, j'ai fait là, j'ai trouvé à tel endroit du gasoil, j'ai fait moins cher. C'est presque un challenge entre eux, sans qu'on ait mis cet acte de management en route dans l'entreprise. Hein. C'est un truc en disant, toi, t'as fait où le gasoil et toi, donc du coup, très franchement, il y a une vraie prise de conscience des conducteurs parce qu'ils savent très bien que c'est aussi leur entreprise qui est en danger s'ils font n'importe quoi. Ouais, ça, c'est vrai qu'on se rend bien compte qu'à chaque fois, si on peut limiter des coûts sur le transport de manière malgré les choses qui sont mises en place, hein, que ce soit la TIPCE, que ce soit aussi l'indexation gasoil, que c'est quand même important et que c'est une des premières sources de dépenses sur un transport. Donc forcément, il faut pouvoir… C'est 35%, Franck, tu me confirmes, mais je crois que c'est 35% de vos coûts d'opération, le carburant à peu près. Enfin, c'est la moyenne, en tout cas, nationale. C'est-à-dire que les chiffres, alors les chiffres qui sont donnés sur un gaz, alors les chiffres qui étaient donnés par le CNR sur un coût gasoil autour de 1,40, 1,50 comme on était l'an dernier, on était à 25%. Sur un ensemble, on était à 25% sur un ensemble articulé en longue distance. C'est le deuxième. Ouais, aujourd'hui, on est plutôt entre 35 et 40. Voilà, donc c'est le deuxième coût d'opération d'un transporteur après les chauffeurs. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, aujourd'hui, est très mal mesuré.
on a une vision claire de ce qui se passe si on conduit moins vite, peut-être, mais on ne connaît pas les impacts mesurés de ce genre de choses. Et nous, c'est ce qu'on s'obstine à dire à tous les parties prenantes du secteur. C'est qu'effectivement, si on n'a pas la mesure pour aller chercher, pour aller contrôler et atteindre les objectifs, en l'occurrence, là, c'est les 30% d'ici 2030 de réduction d'émissions de CO2, c'est un problème. C'est un problème. Et d'autre part, les outils que l'on peut mettre en place justement pour ajouter la précision nécessaire à cette consommation, une donnée consommation qui soit universelle, qui soit mesurée, qui soit une donnée physique, qui soit multimarque, quel que soit le type du véhicule. Et nous, on le fait à travers le stock. Donc, on a une vision en temps réel de ce qui se passe à l'intérieur du réservoir. Quand vous mettez ce genre d'outils en place, vous donnez aussi l'opportunité aux transporteurs et aux utilisateurs de notre technologie d'aller détecter des choses qu'ils n'avaient jamais vues avant. Et je vois, Philippine, que tu as listé du coup le remplissage optimisé. Ça, typiquement, c'est quelque chose qui était très étonnant pour nous quand on a vu que certains clients faisaient machinalement des pleins 1 à 2 fois par jour et qu'à chaque fois qu'ils refaisaient un plein, on avait 70% du réservoir qui était déjà plein. Ça va très vite pour calculer ça. On fait juste un calcul de poids mort transporté, le temps passé à la pompe, et on s'aperçoit que sur certains véhicules, nous, on est allé chercher jusqu'à 300 € par mois de dépenses inutiles là-dessus. Donc oui, l'éco-conduite, effectivement, on sait, je vous l'ai dit, il y a 35% entre le meilleur et le moins bon chauffeur. Donc, il y a 5 à 10% de gains à aller chercher là-dessus. Mais l'optimisation des remplissages, les temps de ralenti improductifs, et pas que affichés. Il faut travailler sur cette donnée-là. Donc, mettre en place des alertings en temps réel avec les chauffeurs pour leur expliquer que quand ils font tourner le moteur à vide et qu'ils ne travaillent pas, que la machine ne travaille pas, on est en train de gaspiller du gasoil et qu'on pollue l'environnement. Il faut leur envoyer des textos quand ça se passe. Il faut modifier les comportements pendant qu'ils se passent, pendant qu'ils occurrent. Et ça, c'est très important. Si on veut un changement de comportement, les plans d'action, c'est très bien, mais il faut d'abord mesurer, définir le plan et le mettre en place. Il vaut mieux détecter ce qui se passe et agir en direct avec le chauffeur, le véhicule, pour corriger les mauvais comportements et petit à petit supprimer les mauvaises habitudes et baisser les consommations. Et il y a un point, c'est effectivement le vol de carburant. Et ça, on le sait que ça devient un sujet qui était chaud et qui devient très chaud avec le prix du diesel. On estime aujourd'hui que c'est 8% du diesel des camions qui est volé, hein, donc 8%, c'est quand même énorme. Et c'est des vols internes et externes, donc chauffeurs et groupes organisés sur un parking la nuit. Et donc, il faut aussi donner les outils aux transporteurs pour aller contrer ces événements-là qui font du mal à la fois aux finances, et l'outil en lui-même permettra de faire du bien à la planète. Donc, il y a un cercle vertueux à construire autour de ces outils-là. Oui, c'est ça. Et puis en fait, il y a un vrai retour sur investissement qui peut être mesurable avec toutes les solutions. Donc on voit de plus en plus, par exemple, de constructeurs qui mettent en place des solutions justement pour savoir ce qui s'est passé dans le camion en temps réel. Ça, c'est assez intéressant. Et c'est vrai qu'on voit aussi de plus en plus de chargeurs qui mettent en place des solutions pour aider aussi leurs transporteurs à réduire leur coût d'investissement. Et c'est vrai que par rapport à ça, moi, j'avais un peu cet avis-là de me dire les démarches alternatives, elles impliquent les transporteurs, les chargeurs, et vraiment à travailler main dans la main pour justement avoir des transports plus respectueux de l'environnement. Donc, il y a un nouveau sondage qui vient d'arriver. Donc, si vous voulez bien y répondre, donc selon vous, quelles démarches sont les plus efficaces à mettre en pratique donc, pour limiter justement son impact sur l'environnement? Je vous invite à y répondre. Ok. Donc, ouais, par rapport à cette question de relation chargeur-transporteur, est-ce que Robin, toi, tu vois dans ton métier des choses qui ont changé depuis quelques années par rapport à la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des émissions? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'appétence pour aller chercher de la donnée autour des émissions. Et donc ça devient un élément critique à la fois pour le chargeur, mais aussi pour le transporteur, qui peut le proposer, le remonétiser, le revaloriser
aux chargeurs, mais on discute, nous, aujourd'hui, avec des grands groupes internationaux qui ont des objectifs de neutralité carbone à échéance 5, 10, 15 ans, et qui ne savent pas par quel bout commencer, parce qu'ils ne savent pas exactement combien génère l'activité de logistique et le transport d'une palette d'un point A à un point B en passant par un point C. C'est très complexe. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les chargeurs aujourd'hui travaillent main dans main avec les transporteurs et avec des solutions comme les nôtres pour justement aller chercher la granularité qui leur permettra de définir des étiquettes CO2 précises, de voir où sont les gros les points d'échappement des émissions, les points chauds, et qui leur permettraient d'optimiser et surtout d'afficher cette donnée-là. Ils ont aussi des objectifs de régulation derrière ça. Et donc, ils sont obligés de collaborer et de s'ouvrir aux transporteurs, aux logisticiens, aux logiciels de TMS, aux mesureurs de CO2 comme nous le sommes, pour que tout ce beau monde travaille ensemble, intègre les données que chacun produit et puisse apporter une valeur ajoutée sur cette donnée de CO2. Donc, il y a un élan positif en termes d'ouverture et de partenariat qui est très appréciable et qui, je pense, constitue le futur de la mesure et de l'efficience. Trop bien, trop intéressant. Et toi, Franck, est-ce qu'avec tes clients, tu as pu remarquer ces dernières années justement peut-être des changements dans la relation par rapport au chargement, par rapport au fait de peut-être mieux remplir les camions ou ce genre de choses? Alors, moi, je suis assez dubitatif et je pense qu'il y a encore un gros travail à faire chez les chargeurs. Aujourd'hui, on fait des choses en termes de transport qui sont d'une aberration, mais incroyable. Incroyable. Tout ça pour, à un moment donné, répondre à simplement une donnée temporelle. La donnée temporelle, c'est la commande, je vais te livrer le lendemain. Quel qu'il soit. Alors, on parle beaucoup des commandes d'Internet, mais c'est la vérité. Juste deux exemples. Une célèbre enseigne de bricolage en France qui, par son site Internet, génère une plateforme au centre de la France et donc décide de mettre des camions, des navettes entre ces magasins pour les commandes Internet. Donc, le jour où vous avez 150 commandes d'Internet, donc en fait, ils achètent un camion, une navette quotidienne. Donc, s'il n'y a pas de commande Internet, ben, le camion, il roule à vide. Et il est payé à plein. Moi, ça m'est arrivé de faire 500 km, je vais vous dire, ça m'est arrivé il n'y a encore pas longtemps, de faire 500 km avec une semi-remorque dans laquelle on avait acheté une semi-remorque, mais dans laquelle il y avait une palette avec un robinet. Un robinet. On a fait faire 500 km à un robinet pour aller le livrer. Voilà. Donc, on a des aberrations comme ça, de la même manière qu'à côté de chez moi, j'ai un industriel qui fabrique des chips et qui fait venir des patates du nord de la France pour fabriquer des chips dans le sud de la France. Et il me demande de relivrer un camion de chips à Brest. Donc, c'est formidable. Mais à un moment donné, alors c'est bien pour mon chiffre d'affaires, parce que livrer des chips à Brest, c'est pas ce qui va me faire consommer le plus. Descendre un robinet dans le sud, c'est pas ce qui m'a effectivement, c'est pas ce qui m'a fait consommer le plus non plus. Ceci dit, on a quand même un certain nombre d'aberrations. Donc après, on peut optimiser des chargements, effectivement, en mettant des palettes par-dessus des palettes, en essayant, etc. On voit dans certaines entreprises où moi j'ai des clients, ils chargent au maximum, il n'y a plus 1 cm² disponible dans le camion. Ils nous demandent des camions à 2,70, 2,80, 2,90, 3 mètres de haut pour essayer d'en mettre le maximum. Donc il y a certaines entreprises, mais malheureusement, ça reste encore des exemples trop peu courants et parce qu'il y a encore beaucoup de chargeurs qui sont uniquement dans une notion temporelle en disant il faut livrer le lendemain. Or, je ne suis pas sûr que si on est livré sur le lendemain, ça pose un problème particulier et je pense qu'il faut se détendre un peu. Je pense que le Covid nous a amené aussi une réflexion en disant bon, attention à tout ça. Moi, je suis plus nuancé sur justement sur la réflexion qu'amènent certains chargeurs, enfin la majorité des chargeurs. Il faut que ça parte aujourd'hui, il faut que ce soit livré le lendemain, quel que soit le prix à payer. Et on aurait sûrement, s'il y avait une réflexion un peu plus aboutie, un peu moins de camions sur nos routes et un peu moins de consommation de carburant. Ouais, et d'où le fait peut-être d'imaginer des méthodes qui permettent de transporter de manière plus simple, d'optimiser ces chargements
et d'avoir des outils peut-être plus communs pour, justement pour éviter de faire ces 100 km avec juste un robinet dans son camion. C'est sûr que Non, mais c'est pas des... des stocks, La semaine dernière, j'ai monté un camion qu'on m'avait affrété de Toulon jusqu'à Reims. J'ai monté pour normalement un complet et j'ai monté une demi-palette, quoi. Et le camion était plombé, donc j'ai rien pu charger à côté et je suis monté à Reims pour une demi-palette, quoi. J'ai été payé le même prix que si j'en avais chargé 33, hein, c'est pas le souci. Mais voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un vrai effort de comportement à amener aussi, hein. Non, ça c'est sûr. Il est déjà 12h05, c'est passé déjà très vite. Je ne sais pas si dans l'Assemblée, vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a pu déjà échanger. Sur le sondage, ce qui est assez intéressant, on voit que vraiment le remplissage optimisé des camions, ça reste peut-être la priorité pour vous, et c'est une des démarches les plus efficaces à mettre en pratique, qui est remplie de loin, enfin juste après par la mutualisation des chargements. Donc c'est sûr que on se rend bien compte que plus on peut communiquer aussi avec son chargeur, plus on a des moyens de facilement échanger. Ça peut permettre aussi de mettre en place ce type d'action et de pouvoir faire en sorte que chargeurs, transporteurs, clients final puissent mieux communiquer et donc à terme peut-être limiter les émissions de CO2. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser directement dans le chat ou via les questions. On a une question de Brice qui fait partie de Dashdog, qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, qui nous a posé la question en début de webinaire, qui était de savoir est-ce que les camions électriques avec des carburants alternatifs coûtent beaucoup plus cher à l'achat? Alors, je répondrais par la valeur faciale, pas forcément. Je dirais, oui, ça coûte plus cher. C'est souvent compensé par les aides. En gros, ça coûte, aujourd'hui, ça coûte 30% de plus, mais les 30% de surcoût vous sont absorbés par des aides de l'État. Mais c'est pas, le coût, il n'est pas là. Le coût, il est à partir du premier jour où vous l'avez chez vous. Comment faire le plein, comment s'approvisionner. Voilà, donc c'est juste horrible. Donc oui, sur la valeur faciale, je dirais que ça coûte le même prix qu'un autre camion. Sur effectivement tout ce qu'il faut mettre en œuvre à côté pour pouvoir le faire, c'est extrêmement coûteux. Ouais. On a également une question de Cécile qui nous pose comme question: où trouver des arguments financiers pour convaincre que limiter son empreinte environnementale représente un réel gain pour les entreprises? Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'on a un peu survolé le sujet. Mais juste avant, en fait, il y a plusieurs acteurs dans le secteur du transport routier donc qui mettent en place, donc c'est Objectif CO2, Fred 21, côté chargeur. Et en fait, il y a des vrais arguments qui prouvent que mettre en place justement des solutions, par exemple pour l'éco-conduite, ça permet de faire des gains donc, sur le gasoil, forcément. Parfois aussi sur le renouvellement du matériel, qui peut être décalé si on en prend plus soin. Par rapport à l'environnement, les gains semblent assez évidents, c'est qu'on va limiter ces émissions de CO2. Et par rapport au social aussi, ça peut être parfois un projet d'entreprise qui permet justement de relier un certain nombre de personnes autour de ces sujets. Franck, est-ce que toi, tu aurais par exemple des arguments financiers que tu aurais pu évaluer pour ton entreprise? Est-ce que tu as pu mettre par exemple en place des solutions pour justement limiter un peu ces coûts peut-être? On a mis Dashdog en place. Ça, c'est un vrai argument financier. Non, je crois que voilà, trouver des arguments financiers pour convaincre que limiter représente un réel gain pour les entreprises. Oui, mais je reviendrai sur ce que je disais au départ, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de nos actions du quotidien, quoi. C'est évidemment. Alors nous, je le dis, mais sans vraiment, j'ai pas été du tout payé par Philippines, mais depuis qu'on a Dashdog dans l'entreprise, on optimise effectivement
l'ensemble de nos tournées et l'ensemble de nos relations clients. Et on est parti d'un tableau blanc pour arriver à Dashdoc. Et effectivement, aujourd'hui, ça nous permet d'optimiser nos flux camions, nos kilomètres à vide. Si derrière on arrive à coupler avec de la géolocalisation, avec des outils comme propose Robin, derrière on peut avoir de vrais arguments pour nos clients, quoi. Le vrai enjeu pour prouver de l'efficacité financière, c'est de mesurer les gaspillages, c'est de mesurer ce qu'on fait mal. Nous, à chaque fois, dans le secteur dans lequel on est, c'est assez simple, parce que on sait que c'est 2,8 kg de carbone, de CO2 pour un litre consommé de diesel. Donc, l'impact, il est direct. Il n'y a même pas besoin d'aller mettre en place des calculs très compliqués. Mais par contre, je pense, tu vois, la situation qu'a décrit Franck, c'est quelque chose qui devrait tous nous mobiliser, effectivement. Et ça, si on affichait non seulement l'aberrance écologique de transporter un camion à vide, mais aussi le gain financier qu'une entreprise pourrait avoir à attendre 24 heures au lieu de faire un envoi direct. Et c'est quelque chose ce sont des choses qui seront possibles. Je pense que la donnée va changer beaucoup de choses. Je pense que des acteurs comme vous, Philippine, comme nous, on va pouvoir faire en sorte d'afficher cette aberrance-là. Et quand tout le monde sera confronté à ça deviendra un enjeu politique et les choses évolueront. Donc, il faut vraiment qu'on prenne la donnée entre nos mains, et qu'on la travaille, qu'on l'affiche et qu'on fasse bouger ce secteur qui, c'est vrai, gaspille énormément et dont les pratiques pourraient être copier-coller sur d'autres segments aussi. Ouais, c'est ça. Et par rapport aux innovations du marché, moi, je sais qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place et qui n'existaient pas, admettons, il y a 5 ans, il y a 10 ans, parce qu'on n'avait pas la possibilité de tout mesurer. Mais notamment, je sais que chez Fleet Energy, vous avez mis en place pas mal de nouvelles choses, notamment sur la gestion des palettes, des émissions de CO2. Tu vois, je pense qu'il y a un vrai argument financier à calculer tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Robin? Ce qu'on a vu, nous, c'est que pendant 10 ans, on a mesuré. Pendant 10 ans, on a mesuré parce que la mesure n'était pas disponible, la précision de la donnée n'était pas suffisante. Donc, on a installé des sensors et des boîtiers pour aller chercher de la donnée qui avait un niveau de précision suffisant pour qu'on puisse proposer nos services de réduction de consommation. Et puis, on s'est rendu compte au fil des années qu'on avait de la donnée accessible qui était finalement pas si mal que ça et qu'on pouvait surtout retravailler sur la base de notre mesure. Donc, on utilise la mesure qu'on a faite pendant 10 ans, les 20 millions de données qui nous arrivent chaque jour de tous nos camions. Et puis, on arrive aujourd'hui à faire ce qu'on appelle du machine learning et injecter de la précision sur de la nouvelle donnée des engins connectés qui nous arrivent. Donc, cette transition-là des engins connectés, et c'est peut-être le message que je veux faire passer aux transporteurs aujourd'hui, c'est que vous n'avez même pas besoin de mettre de l'équipement sur vos nouveaux camions aujourd'hui. Il suffit de souscrire à des API constructeurs. Ces API constructeurs vont vous pousser de la donnée et cette donnée peut être travaillée par des acteurs comme Dashdoc, comme Fleet Energy pour pouvoir en sortir de la valeur et mettre en place des choses qui vont faire en sorte de réduire votre consommation et vos émissions. Donc, ce shift-là technologique, c'est vraiment important à comprendre. On peut vous aider, on peut vous accompagner dans cette digitalisation et dans comment tirer profit de ces nouvelles données de vos assets, de vos véhicules. Donc, nous, on a mis en place justement une étiquette CO2 par palette sur la base des intégrations avec des TMS et des partenariats avec les constructeurs pour recevoir les bonnes API des constructeurs, recevoir les bonnes informations des TMS et afficher de la donnée qui soit utile pour tous. Attention quand même aussi, Robin, à ne pas perdre de vue que aujourd'hui, ça commence à devenir un petit peu compliqué pour nous, dans le sens où à chaque niveau de l'entreprise, aujourd'hui, on nous propose de la donnée. On nous propose de la donnée au niveau du camion, on nous propose de la donnée, toi, avec ce que tu proposes sur les données de consommation. Dashdoc nous propose de la donnée. Notre boîtier de géologue nous envoie aussi de la donnée. Alors, du coup, tout le monde fait tout. Et à la fin, on arrive à avoir aujourd'hui, avec de la géologue, on fait du social, avec enfin, on commence à être noyé parce qu'il y a un développement important il y a une vraie prise de conscience, mais il y a un développement important d'outils
que nous, les camions, aujourd'hui, on nous dit oh, attention, on fait de la gestion de panne prédictive, on vous met des abonnements, on fait des trucs, enfin, voilà, les kilomètres, la conso, enfin, on nous propose un grand nombre de données. Et au final, eh ben, la donnée tue la donnée. On en a tellement qu'on n'arrive plus à tirer la quintessence de toutes ces données qui sont toutes extrêmement intéressantes. Nous, ce qu'on a besoin, ben, c'est des indicateurs extrêmement simples. D'abord, pour pouvoir derrière amener que ce soit un vrai outil de management. Parce qu'après, que moi je sache que mon camion X ou Y qui consomme moins ou plus que celui que le camion Z, bon, c'est très bien, c'est un outil de décision pour moi en tant que dirigeant. Mais par contre, si on veut faire un vrai travail auprès de nos conducteurs, il faut qu'on ait des outils extrêmement conviviaux et extrêmement simples en termes de lecture. Et je pense qu'il y a un vrai travail. Attention à ne pas perdre tout ça en nous amenant des données qui derrière sont illisibles et surtout qu'on n'arrive pas à transformer en outil de management qui peut influencer nos comportements. Ouais. Est-ce que tu as une idée tu aurais 2 indicateurs clés dont toi tu aurais besoin et tu te dis tous les transporteurs devraient avoir ces indicateurs en main pour les aider à prendre leurs décisions, par exemple? Ouais, alors des indicateurs clés. Nous aujourd'hui, on travaille. Alors, j'ai un premier indicateur. Je vais dire très franchement. J'ai un indicateur qui est donné par notre solution de géolocalisation. On travaille avec TomTom Webfleet qui nous amène du comportement de conducteur. Alors, il nous amène du comportement de conducteur en mesurant des décélérations, des accélérations, c'est des trucs de freinage, des consommations des véhicules, enfin bref, un certain nombre d'indicateurs qui nous sont donnés. Et là, ça nous sort un tableau avec plein de chiffres et qui ne sont pas du tout exploitables. Par contre, ils réintègrent l'ensemble de ces données par un espèce de scoring chauffeur qui vaut ce qu'il vaut. Moi, mes conducteurs, je leur ai dit, écoutez, vous n'êtes pas noté là-dessus, on n'est pas à l'école maternelle. Par contre, ça donne réellement une indication avec simplement une petite note sur 10 et une flèche qui monte et qui descend. Et puis chaque semaine, je leur ai dit, bon, voilà, alors je sais pas, il y a plein de choses là-dedans, le comportement, la consommation, le nombre de kilomètres à vide, enfin, il y a un certain nombre de choses. Par contre, on intègre une petite note sur 10 et c'est cette note-là, finalement, ils viennent me la demander. Moi, je n'avais pas, au début, je leur ai montré ça en disant, bon, ben, c'est pas. Alors, je dis, ah ben, celle-là, elle était plutôt à la baisse cette semaine, etc. Alors, ce n'est pas tellement la note à la semaine qui est intéressante, c'est de voir un petit peu le profil du conducteur. Et globalement, je ne sais pas vraiment ce que ça représente. Par contre, je suis sûr d'une chose, c'est que ça représente réellement le comportement de mon conducteur dans l'entreprise. Et que celui qui est à 7, qui descend à 6, il a moins bien bossé, il le sait lui-même, parce qu'il a moins bien roulé, etc. Et donc, du coup, c'est totalement vulgarisé. On est très loin de la consommation du nombre de grammes de CO2 par kilomètre de machin. Mais par contre, c'est vulgarisé et derrière, on a un vrai outil, quoi. Donc, alors, c'est peut-être l'extrême en ayant un outil qui est franchement pas idéal. Mais à la fois, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur une donnée un peu plus simple et du moins qui soit lisible, quoi. Ne partons pas dans des tableaux, des données qui sont interminables, qui ne nous permettent pas d'avoir un outil de management simple et lisible pour tout le monde. Ouais, donc la simplicité, c'est la clé, d'avoir des indicateurs lisibles. Réellement. Et c'est ça, peut-être de faire un travail entre constructeurs, transporteurs, de tout type de flotte, aussi bien des petites sociétés que des plus grosses, et de pouvoir construire des tableaux de bord un peu personnalisés et qui aident finalement les transporteurs à mieux travailler, parce que c'est ça le but aussi. Toi, Robin, est-ce que tu as un dernier indicateur clé et ensuite je pense qu'on... Ouais, écoute, non, ce que dit Franck, il a tout à fait raison. C'est quelque chose qu'on entend tout le temps et c'est pour ça qu'on existe. Si je veux dire, c'est justement, nous, on a un dashboard qui est très simple, très lisible. Ce qu'on affiche en premier, tout simplement, c'est la monétisation de vos mauvais comportements. Donc, tout en haut à droite de notre plateforme, vous allez avoir combien va vous coûter le comportement actuel de vos chauffeurs et de vos véhicules. Donc ça, c'est la première. Ça, c'est le pool d'économie.
une fois qu'on a mis en avant ce chiffre en euros, hein, en litres, en euros, ça, c'est le pool d'économie qu'il faut aller chercher. Et puis derrière, on peut aller chercher une granularité qui vous intéresse, soit sur l'aspect des gaspillages, des ralentis improductifs, des remplissages, des vols. On va aller chercher, on va aller gratter pour ramener ce pool d'économie-là à zéro. Mais c'est ça qu'il faut d'abord afficher aux constructeurs. Et ce que dit Franck, c'est ça. On a de la donnée qui nous vient de tous les côtés aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est rendre cette donnée actionnable, rendre cette donnée lisible et rendre cette donnée utile. Et nous, idéalement, ce qu'on aimerait bien faire demain, c'est justement d'avoir une solution qui soit limite sans interface. Et on le pousse aussi un petit peu sur certains sujets, mais au final, le temps réel, la détection automatique et la visibilité de oui ou non ce que je consomme, c'est bon ou c'est pas bon, ça devrait se faire sans tableau de bord, sans rien. C'est quelque chose qui est assez intuitif, qui devrait être communiqué en temps réel aux chauffeurs et aux managers de flotte et qui devrait être directement actionnable. Voilà, c'est ce sur quoi on travaille chez nous. Trop bien. Je vois qu'on a encore des questions. Il y a des personnes très, très curieuses et c'est bien. C'est une question de Cécile qui demande « Selon quels arguments certains chargeurs et transporteurs peuvent encore être réticents à s'engager pour l'environnement ?» Moi, je dirais que côté transporteurs, à mon avis, personne n'est vraiment réticent à s'engager pour l'environnement. C'est peut-être plus par manque de temps ou de connaissances, justement, que tout le monde ne va pas forcément trop s'y intéresser. Et côté chargeur, il y a vraiment pas mal d'objectifs qui font que peut-être que ça a commencé côté chargeur et que ça descend petit à petit côté transporteur. Mais c'est vrai que par rapport à toutes ces questions-là, s'il y a 3 points un peu clés qu'on peut garder en tête, le premier, c'est que mesurer, c'est s'améliorer. Et que forcément, si on veut réduire ses émissions de CO2, il faut d'abord être capable de pouvoir connaître ce qu'on consomme vraiment et ce qui est fait. Donc ça, ce serait le premier point. Ensuite, le deuxième, c'est qu'il y a vraiment un travail entre chargeurs et transporteurs qui peut être mis en place et qui doit être mis en place pour pouvoir justement limiter des kilomètres à vide, limiter des choses à peu près limitées, et surtout de pouvoir, côté transporteur, impliquer ses conducteurs dans cette démarche d'économie, d'écologie et de pouvoir justement limiter ses émissions. Voilà, en tout cas, un grand merci à Franck et à Robin pour votre participation. C'était trop chouette de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Il y aura un replay qui sera disponible. Vous pourrez tout à fait le consulter, partager à vos confrères transporteurs qui auraient pu ne pas être présents mais qui s'intéressent à cette question. C'est vraiment important. Et en tout cas, merci à tous les participants d'avoir suivi jusqu'au bout le webinaire. Ok. Merci à vous à tous. À bientôt. Bonne continuation. Un dernier petit point que j'avais oublié, forcément, et qui est potentiellement lié à la réduction des émissions de CO2. Prochainement, vous allez pouvoir suivre les aventures de notre équipe d'HDoc. C'est pas de l'autopromotion, promis. Mais en fait, on va relier nos 3 bureaux à Anvers, Paris et Nantes en limitant et en n'émettant pas d'émissions de CO2. Donc, on va réaliser 700 km en 7 jours par la course, par le vélo ou bien par le kayak. Donc, si vous souhaitez nous suivre, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux. On démarre, c'est mercredi prochain à Anvers. Donc, voilà. Super. Merci beaucoup, Philippe. Pour votre participation et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.